Je vais vous présenter l'origine du blé tendre et notamment les graminées préhistoriques qui ont servi à constituer, puisqu'on va le voir au cours de cette visite, les différents génomes qui ont permis d'aboutir à cette espèce du blé tendre. Vous allez voir en fait, si vous essayez de décortiquer ce type de graminées préhistoriques, que c'est très difficile. Voilà, vous voyez, les enveloppes sont très dures et vous avez un tout petit grain à l'intérieur. Et c'est une des caractéristiques que je vais vous expliquer. Le blé tendre est constitué finalement de 3 génomes de graminées sauvages différentes que vous pouvez voir sur cette table. Donc vous voyez ici les épis des graminées sauvages qui ont servi à constituer le blé tendre. Dans un premier temps, vous avez ces 2 espèces qui vont s'additionner pour faire du Triticum turgidum, qui dans un deuxième temps va se croiser également avec du Triticum toschi, donc pour arriver au blé tendre classique. Je vais vous présenter les origines du blé, son historique, les croisements originels qui ont permis d'arriver donc à cette espèce cultivée. Ça représente environ 500 000 ans d'histoire. On est parti en fait de graminées sauvages. Ce sont des espèces qui ont évolué il y a 400 000 ans. Ce sont des espèces qui ont 7 paires de chromosomes. Et donc on va voir que ces génomes vont s'additionner et ceci en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous allez avoir 2 génomes qui vont fusionner, le génome A et le génome B. Le génome A, on ne l'a pas de présenté dans cette parcelle. Ce qu'il faut savoir sur ces graminées sauvages, c'est que globalement, elles ont des caractéristiques particulières. Elles sont barbues, où il y a des présences d'arêtes sur ces épis. Elles présentent un rachis cassant. Le rachis, c'est la colonne vertébrale, c'est l'axe qui porte les épillets. Et la troisième caractéristique, c'est que les enveloppes sont adhérentes au grain. À cette époque, donc, des graminées sauvages, l'homme est chasseur-cueilleur, c'est-à-dire qu'il se déplace et il ne pense pas forcément au lendemain, puisque partout où il va, il trouve une nourriture abondante. Mais un changement climatique va intervenir, les ressources naturelles vont s'appauvrir et il va falloir qu'il trouve une solution pour sécuriser son alimentation. À ce moment-là, il va donc décider de s'arrêter dans des zones où des graminées sauvages qui vont lui servir de ration de base pour se faire des bouillies, puisqu'à l'époque on ne parle pas encore de pain, sont présentes, et il va essayer de rester dans ces zones-là, puisque s'il se déplace, il ne sait pas donc s'il va avoir la nourriture suffisante pour assurer sa subsistance. Et donc on assiste à ce moment-là donc à la sédentarisation de l'homme et au début de l'agriculture. Le développement de l'agriculture en fait est très lié au développement de cette espèce blé. La première espèce qu'il va multiplier et produire, au sens agricole qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Triticum monococcum, qu'on appelle aussi engrain ou petit épeautre. Donc ça représente le premier de ces génomes, à savoir le génome A du blé. On va voir plus tard qu'il y en aura 2 autres qui vont s'additionner à ce génome. C'est situé donc au Proche-Orient, dans la zone du croissant fertile, qui est à peu près la Mésopotamie. Il va cultiver en fait du Triticum monococcum. Et dans cette parcelle de Triticum monococcum, une mauvaise herbe, enfin ce qu'on peut appeler une mauvaise herbe, c'est-à-dire les graminées sauvages qu'on vient de voir à côté, vont s'hybrider avec ce Triticum monococcum, donc pour créer une nouvelle espèce que l'on voit ici, le Triticum turgidum, qui présente donc le génome A et le génome B venant d'une autre graminée sauvage. On est toujours à peu près à moins 10 000 ans. Ce Triticum turgidum est l'ancêtre commun du blé dur et du blé tendre.
C'est un blé donc, qui ressemble plus au blé dur que l'on connaît aujourd'hui, donc qui est assez vitreux. On l'appelle aussi l'amidonnier. Donc au départ c'est un amidonnier sauvage qui est devenu un amidonnier cultivé suite à la domestication par l'homme. Donc là on a une période où l'homme va produire deux types de céréales, le Triticum monococcum qu'on vient de voir juste à l'instant et le Triticum turgidum. Et dans des champs de production de Triticum turgidum, qui a donc les deux génomes, un nouveau croisement va avoir lieu, toujours d'une manière naturelle, et il va y avoir addition donc d'un troisième génome qui provient de l'Aegilops toshi, c'est le génome D. Et donc on obtient des ancêtres qui deviennent très très proches génétiquement du blé tendre. Donc notamment le Triticum compactum ou blé hérisson, et également des épeautres qui en évoluant vont donner les blés modernes qu'on connaît aujourd'hui. La particularité de cette épeautre, c'est on a gardé encore ce caractère donc d'enveloppe adhérente, c'est-à-dire que quand on va essayer d'extraire les graines de ces épis, c'est très difficile, les enveloppes restent adhérentes, il faut les décortiquer pour obtenir le grain. Donc ça prend un certain temps, et parmi ces variétés de blé, puisque là on peut parler de blé, on est sur le même génome, vont avoir lieu des mutations, à savoir notamment l'aspect donc la séparation de l'enveloppe, la séparation facile de l'enveloppe du grain, donc c'est-à-dire des graines non vêtues. Et donc l'homme va identifier ce nouveau caractère et donc va ressemer de préférence plutôt cette espèce-là, puisqu'il y trouve un avantage bien entendu pour pouvoir cultiver et aussi consommer le grain. Et donc sans le savoir, il va faire ses premiers actes de sélection et il va gommer un certain nombre de caractères qu'on a cités au début de cette vitrine, et notamment l'aspect donc cassant du rachi, donc de l'axe de l'épi, c'est-à-dire que ces plantes sauvages, leur objectif c'est de coloniser une zone. Et donc elles avaient développé une stratégie, à savoir avant la maturité du grain, l'épi explosait, les graines se répartissaient au sol pour pouvoir justement coloniser une certaine zone. À partir du moment où l'homme a repéré une mutation dans ces espèces qui cultivaient d'un épi solide, plutôt que de ramasser ces grains au sol qui rendaient très laborieuse en fait la récolte, il se dit je vais plutôt prendre cet épi solide et c'est celui-ci que je vais ressemer. Et là encore, il va fixer ce caractère solidité du rachi. On vient de voir comment le génome du blé s'est constitué à partir donc, des graminées sauvages. La grande caractéristique en fait, de ce génome, c'est qu'il y a donc 3 génomes additionnés, ce qui lui amène une capacité d'adaptation, puisqu'il peut puiser dans ces 3 génomes pour allumer ou non un certain nombre de gènes et s'adapter à des terroirs, à des climats très différents. On va le voir après par la suite sur des variétés modernes, aussi à des aptitudes technologiques particulières, des qualités de protéines et un certain nombre de caractères intrinsèques au grain. De la même manière, pour les résistances aux maladies et autres, il va avoir aussi beaucoup de ressources qu'il va pouvoir exprimer suivant l'environnement auquel il est confronté. C'est-à-dire que le blé va coloniser une surface très large. On le retrouve maintenant un petit peu partout en fait, à cette période, en fait, un peu partout autour du globe. Et il va évoluer différemment, c'est-à-dire que le blé qu'on retrouve en Inde va évoluer par rapport aux conditions de l'Inde, au Moyen-Orient d'une autre manière, en Russie encore d'une autre. Et il arrive aussi bien sûr en Europe. Et à cette époque, un marquis qui s'appelle le marquis de Noé commerce en fait avec les pays de l'Est
et repère des blés ukrainiens dans la région d'Odessa qui ont des aptitudes boulangères particulières. Et il va en importer en France, c'est ce qu'on va appeler les blés d'Aquitaine. Donc ce sont des populations, on ne peut pas parler encore de véritables variétés à cette époque. C'est un ensemble d'individus qui forment un tout à peu près homogène. C'est ça une population, alors qu'une variété, tous les individus sont vraiment identiques, en tout cas en blé. Noé importe cette variété, enfin cette population, qu'on nomme blé d'Aquitaine ou blé de Noé, mais en fait ils sont originaires plutôt des pays de l'Est. Ensuite, à partir de ce blé de Noé, on va vraiment rentrer dans une phase de sélection et d'adaptation des variétés au terroir français. La première variété issue de Noé, c'est Gros Bleu, qui est toujours un blé d'Aquitaine, une population. Ensuite, on voit également des blés anglais, notamment le Prince Albert, qui vont être introduits en France. Donc celles-ci n'ont pas les mêmes aptitudes boulangères à la panification que les blés russes qu'on vient de voir juste avant. Par contre, ils ont une grande productivité. Monsieur de Vilmorin va introduire ces blés anglais et va, en les croisant, créer la première variété sélectionnée d'une manière orientée, où il aura choisi vraiment les deux parents sur un principe de sélection généalogique et de lignée pure. Ensuite vont donc se développer un certain nombre de variétés, et notamment Bonfermier, qui a été créé par la maison Vilmorin qui domine vraiment la sélection à ce moment-là. On est au début du XXe siècle. Ce qu'on peut remarquer sur toutes ces variétés qu'on vient de voir et populations qu'on vient de voir jusque maintenant, c'est une hauteur de paille relativement importante et donc une sensibilité à l'averse. C'est-à-dire que dès qu'il y a une forte pluviométrie ou des coups de vent, les plantes vont se coucher et la récolte devient difficile, et il peut y avoir aussi de la germination sur pied au sol. Mais les sélectionneurs sont globetrotters. Pour résoudre ce problème de hauteur de paille, les sélectionneurs vont faire appel à cette époque justement à des ressources extérieures qu'ils vont aller glaner aux quatre coins du globe, et notamment des variétés asiatiques venues de Mongolie qui présentent des gènes de nanisme qui, croisés avec ces variétés françaises, vont permettre justement de réduire cette hauteur de paille et d'avoir donc une bonne tenue de la variété jusqu'à la récolte. Ensuite, la sélection va s'accélérer et on a des variétés vraiment très connues qui vont se développer, notamment Capelle de la maison Florimond-Després. Marie Sussman, ça c'est une commercialisation par Florimond-Després pour un usage particulier puisque c'est un blé fourragé. Ensuite, nous avons Thésée, Soissons, Apache, qui présente une particularité. C'est une variété donc qui est commercialisée depuis 1998 et qui aujourd'hui est la plus tolérante, je dirais, à la fusariose et notamment à la production de mycotoxines sur épi. Et puis des variétés vraiment très modernes comme Bermude des établissements Florimond-Després ou Baroque d'Agriobtention, Select, Numérique, Pyrénéo, qui est une obtention autrichienne, et puis Andalou, Paquito, qui est une nouvelle variété de 2010, et Trapèze.